Derrière la réussite des entrepreneurs, eh bien, il y a souvent la pression, la fatigue, le silence, parfois même la solitude. J'accueille Iris Ramos qui nous aide à comprendre pourquoi la santé est devenue un enjeu stratégique de leadership. Iris Ramos, bonjour. Bonjour Alicia. Vous êtes psychologue du travail et présidente de STEP. Alors on parle beaucoup de performance, de croissance, aussi de résilience des entrepreneurs. Mais ce qu'on sous-estime aujourd'hui, eh bien, c'est que les dirigeants payent sur leur santé pour tenir le rythme. C'est assez incroyable ça, Iris. On le sous-estime totalement, puisque les dirigeants payent le prix fort. En plus, la société va cultiver et glorifier ce mythe du héros jusqu'au point où le dirigeant va négliger sa santé, se retrouver diminué physiquement. Or, un dirigeant qui perd le contrôle de sa boîte, de son entreprise, de sa vie, n'est pas un héros. Non, c'est sûr. Et pourtant, on glorifie cette partie-là de l'acharnement et de ne pas compter ses heures. Est-ce que le système de santé est historiquement pensé plutôt en France, surtout pour soigner plutôt que de prévenir? En quoi est-ce que ce modèle est particulièrement inadapté à la réalité des entrepreneurs aujourd'hui? Le modèle est pensé pour le curatif, c'est mauvais pour tout le monde, mais pour un dirigeant, les conséquences sont encore plus graves. Pourquoi? Parce que quand il est malade, il est souvent trop tard pour agir. Ouais. Et donc, il est très important pour eux de pouvoir anticiper. Mais toutefois, on va voir cette anticipation comme un luxe et pas comme une responsabilité. C'est fou qu'on en soit là encore aujourd'hui, de voir cette prévention comme un luxe. Pourquoi est-ce que, selon vous, les dirigeants ils repoussent souvent cette question de leur santé, même quand ils savent que ça conditionne tout le reste, mais pourtant, même comme ça, ils se disent ils remettent à plus tard. Pourquoi? Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas souvent les informations nécessaires sur les signaux faibles à identifier. C'est ça. Ils n'ont pas ils ne savent pas par où commencer. Parfois, ça peut être un vrai parcours du combattant quand on a décidé de se prendre en main. Le système est tellement complexe qu'ils vont abandonner. Eh oui. En plus, souvent, ils ont peur de savoir. Donc, ils ne vont pas aller consulter par peur d'une éventuelle maladie ou autre chose. Or, quand vous avez 15 jours à vivre parce qu'on vous a découvert un cancer, eh ben, la première chose que vous dites, si j'avais su plus tôt, j'aurais pu organiser, j'aurais pu passer du temps avec les miens, j'aurais pu transmettre ma voix, j'aurais pu faire des choses. C'est ça, c'est qu'en fait, on n'a pas encore cette culture ou cette compréhension directe que aller chez le médecin, c'est gagner du temps de vie et donc de la productivité et donc de la performance aussi. Vous dites que la santé devient complexe et chronophage quand on dirige une entreprise. Qu'est-ce qui rend cette démarche si difficile concrètement pour un entrepreneur? Est-ce que c'est cet agenda qui est overbooké? Est-ce que c'est justement le système médical ou les médecins qui sont trop occupés? Pourquoi c'est si chronophage, si complexe? Le système est vraiment saturé. Oui, donc, difficile d'obtenir un rendez-vous, difficile de savoir par où commencer. Le mode de vie d'un dirigeant sera toujours inadapté à cette prise de rendez-vous où il faut appeler le 8 mars entre 9h et 11h. Et lui, il a un client, il va lâcher l'affaire, il a déjà oublié. Donc, c'est adapté à son environnement, à son mode de vie. Ça peut devenir un vrai parcours du combattant. Et qu'est-ce qui se passe? Il se dit, de toute façon, il faut que je tienne bon, puisque ce côté résilient est valorisé. Donc, limite, je vais être bien vu si j'y vais pas. Et est-ce que vous diriez qu'il existe encore une forme de déni, voire de culpabilité, quand les dirigeants s'autorisent à s'occuper d'eux-mêmes, ne serait-ce qu'une heure de temps en temps? Le déni est vraiment très présent chez eux. Il y a également une obligation de prendre soin de la santé, de la sécurité des salariés qui pèse sur l'employeur. Donc, il est vraiment incité à le faire. Or, quand il va s'occuper de sa propre santé, on va le traiter d'égoïste. C'est ça. Ou de privilégié. Oui, on va se dire, ça y est, monsieur ou madame prend le temps d'aller chez le médecin, de faire des analyses biologiques peut-être parce que, on a envie d'être dans la performance, alors qu'en fait, il s'agit peut-être de survie aussi parfois. Oui, surtout. Et on va lui imposer de le faire pour ses salariés, de veiller à la bonne santé et sécurité au travail de ses salariés, en l'excluant. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de RSE, par exemple. Ouais. Il n'y a pas de responsabilité sociétale des entreprises sans un dirigeant en bonne santé. C'est sûr.
C'est sûr. Et puis c'est vrai qu'il faut montrer aussi l'exemple. Il ne faut pas en avoir honte. Je pense qu'il y a un petit peu cette pudeur aussi de montrer qu'on peut prendre soin de soi en disant bon, bah, ce matin, je ne serai pas disponible. Alors, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. On n'est pas forcément toujours obligé de dire où on va. Mais c'est vrai que si on est dans une TPE, PME et qu'on doit comprendre où est le patron, on peut avoir cette gêne de se dire bah, je vais chez le médecin juste pour savoir si tout va bien. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment piloter une entreprise sur du long terme si on est épuisé physiquement ou mentalement? Est-ce que c'est encore OK de se dire non, mais on verra ça plus tard, il faut que mon entreprise comprenne que je suis là et que je vais bosser, je vais jusqu'au bout, à la vie, à la mort? Dans un contexte de permacrise, parce qu'on parle souvent de crise, mais ça fait des années qu'on est en crise, soit on s'adapte, soit on meurt. Toutefois, quand on a des problèmes de santé physique et mentale, on va perdre cette capacité d'ajustement. Oui. Donc la réponse, c'est non, on ne peut pas piloter une entreprise si on ne fait pas attention à soi et à sa santé, puisqu'on nous demande énormément d'adaptation et on n'aura pas cette capacité-là si on a cramé nos ressources. Et alors, vous parlez aussi beaucoup de prévention plutôt que de curatif. Qu'est-ce que ça change pour vous si demain, les entrepreneurs en France commençaient tous à prendre ce sujet au sérieux? Qu'est-ce que ça viendrait changer dans leur quotidien si tout le monde commençait à faire de la prévention? On me dit souvent que le côté préventif rajoute des créneaux, des rendez-vous aux médecins qui sont déjà surchargés. Qu'est-ce que cela change? Cette culture du trop tard, d'aller voir le médecin quand on est malade. Donc, la santé gratuite et disponible quand on va mal, c'est notre modèle aujourd'hui. Toutefois, on peut trouver un dentiste ou un dermato qui va nous aider, qui va nous permettre de faire une consultation une fois par an. On voit bien en urgence que ça devient difficile de se soigner. Donc, cela changerait le travail des médecins, l'organisation du travail des médecins, les dépenses de santé qui sont énormes liées à des maladies chroniques. Oui. Et cela changerait également la qualité de vie parce qu'il y a des drames liés à des problématiques de santé qui auraient pu totalement être évitées. En quelques mots quand même sur STEP, vous faites quoi concrètement pour les entrepreneurs, justement pour leur faire gagner du temps et de la prévention? Ça consiste en quoi? Alors, STEP est une société qui accompagne les dirigeants dans des programmes de santé personnalisé. Donc on va une fois par an leur envoyer une personne qui vient faire une prise de sang, on va leur organiser une journée santé qui est différente chaque année et on va structurer un programme de suivi selon les objectifs du dirigeant. Il n'a rien à penser, il nous donne une disponibilité par an et le reste on le fait pour lui. Donc ça permet de ne pas avoir la charge mentale de dire ça, en fait. Il faut que je m'occupe de moi, il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que je m'occupe de ma boîte, il faut que je pense à mon rendez-vous, il faut que... On s'occupe enfin de lui et ou d'elle, en tout cas enfin de ces dirigeants qui eux s'occupent généralement de tout le monde. Vous êtes aujourd'hui présente dans une dizaine de villes en France mais aussi en Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres pays après la Suisse? La Belgique. D'accord. On travaille énormément avec la Belgique puisqu'ils ont de laboratoires en biologie fonctionnelle qui sont très en avance au niveau de la recherche parce que je suis psychologue et la psychologie, elle commence par une biologie qui va bien, c'est-à-dire un cortisol qui se répartit normalement dans la journée, pas de carence en vitamines, pas de carence au niveau des hormones, donc un corps qui fonctionne correctement. Okay. Donc la Belgique. Donc la Belgique, très bien. On retrouve Iris Ramos tous les mois pour nous parler justement de la santé des dirigeants, un sujet primordial qui a fait donc l'objet d'une action du gouvernement en 2025 et reconduit en 2026 comme étant l'un des sujets principaux à tenir en compte. Aujourd'hui, vous avez aussi un podcast qui s'appelle Attitude que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour la prochaine émission, on se retrouve pour parler cette fois-ci d'addiction. C'est bien ça? Oui, chez les dirigeants, puisque c'est un antidépresseur. Eh oui, on va en parler longuement. Merci beaucoup Iris Ramos, merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite pour la rubrique Où investir.